Bonsoir chers amis du kiosque sur Zouk Télévision, bienvenue sur votre plateau, très content de vous accueillir pour cette nouvelle émission du 25 janvier 2024 et là encore cette fois-ci nous avons un plateau relevé avec nos chroniqueurs à l'œil aiguisé qui vont nous permettre de balayer l'actualité tant locale que nationale et peut-être même internationale. Donc merci pour votre fidélité. Et donc, je vais sans plus attendre accueillir Michel Branchi, rédacteur en chef du journal Justice, plus de 104 ans d'existence, et je vais lui demander donc comment il va et quelle est son actualité, comme d'habitude. Ouais, mon actualité, elle résulte de ce matin. Il y a eu une conférence de presse de l'Agence française de développement sur la santé des communes de la Martinique. Ouais. Bon. Je résume. Hein. Je résume. Et c'est un observatoire de 2023 et qui porte sur les données 2022. Puisque les données 2023 des collectivités, en particulier les comptes administratifs, ne sont pas encore connus. Alors là, il y a plusieurs éléments. Premier élément, une forte augmentation des recettes de fonctionnement. Et essentiellement, à cause de la reprise des importations et donc de l'outre-mer. Deuxième élément, par contre, la Martinique, je ne vais pas m'étendre dessus, la Martinique est le territoire, parce qu'il y a des comparaisons, ce qui est intéressant cette fois-ci, il y a des comparaisons sur les différents territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Et les éléments sont donnés par habitant, pour qu'on puisse faire des comparaisons. Bon. La comparaison la plus dramatique, c'est que la Martinique est le territoire qui a l'épargne négative globale, qui a une épargne négative globale. Autrement dit, pour bien expliquer ça aux téléspectateurs qui ne sont pas habitués à ces données, logiquement, dans une collectivité, c'est l'épargne qui permet l'investissement et qui permet de gager aussi l'emprunt. Donc, avoir une épargne négative, globalement, et en plus, pour ce qui est grave, c'est que ce sont les plus grandes communes qui sont de cette situation. Bon, et bien ça veut dire qu'il y a une incapacité d'investir. Incapacité d'investir, ça a une influence sur la croissance économique et sur l'activité économique. Très bien. Bon, donc, troisième élément, mais je vais faire un article dans Justice là-dessus, et tout ça n'est pas présenté clairement par l'AFD, mais je fais la traduction. Troisième élément, c'est que l'investissement dépend essentiellement des subventions de l'État, de l'Europe et éventuellement de la CTE. Très bien. Voilà. Alors, il y a d'autres éléments qu'on peut souligner, mais la situation des communes martiniquaises, bon, alors ceci dit, observation là, qui n'est pas de l'AFD, personnelle, comment pouvez-vous avoir les communes en bonne santé dans un pays où le revenu et donc la fiscalité directe, on ne parle pas de la fiscalité indirecte, la fiscalité directe est nécessairement faible, puisqu'elle est fonction du niveau de revenu. Donc, par conséquent, ce n'est pas surprenant que les ressources, notamment fiscales, qui devraient être les ressources normales d'une collectivité, sont insuffisantes. Très bien, très bien. Voilà. Et donc d'où le manque d'équité, hein, puisque si on fait le parallèle entre les collectivités locales françaises et celles de la Martinique, on se trouve face à ce problème-là, effectivement. Alors, avec des différences quand même.
Parce que quand on compare, ce qui est intéressant quand même, on n'est pas allé au-delà, c'est que les données quand même qui sont données sur la Martinique, Mayotte, la Guadeloupe, la Réunion, font apparaître quand même une situation plus difficile en Martinique que dans les autres collectivités d'outre-mer. D'accord, on va en parler. On va en parler. Il y a là un sujet de réflexion. Hein. On va en parler la prochaine fois. Oui, c'est intéressant, effectivement. C'est intéressant. Raphaël Séminaud, bonsoir. Très heureux de te recevoir de nouveau. Et puis, merci pour ta présence. Alors, comment vas-tu? Et puis, quelle est ton actualité de la semaine? Ben écoute, moi ça va très bien. Mon actualité de la semaine, et je serai assez rapide là-dessus, c'est évidemment le fait du jour, c'est-à-dire la censure du Conseil constitutionnel par rapport à la loi immigration. Je pense que notre ami Bertrand va en parler plus avant que moi. Mais quoi qu'il en soit, je veux faire remarquer qu'il est clair et net que c'est un camouflet qui est donné à la droite et à l'extrême droite, et surtout à la droite, parce que les sénateurs de droite avaient présenté des amendements qui ont tous été écartés, qui tiennent évidemment au droit à la nationalité. Donc je suis très heureux que, contrairement à ce que dirait Darmanin, Péroran en disant que sa loi a été retoquée, parce qu'il a été un de ceux qui ont évidemment accepté que cette loi soit prise après de passage en commission mixte paritaire avec des dispositions qui sont iniques et qui sont inacceptables. Donc je suis très content que le Conseil constitutionnel ait retoqué cette loi sur 86 articles. 35 ont été censurés, dont 3 qui sont des articles de fond. Alors bien sûr, les autres sont des articles de forme. Bon, les amendements constituant des cavaliers n'ont pas été évidemment retenus parce qu'ils n'avaient rien à voir avec... Tu peux expliquer ce que c'est qu'un cavalier quand même? Alors je laisse Bertrand le faire. Il va le faire mieux que moi. C'est un universitaire. Oui. Il va le faire mieux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 32 articles de forme, mais il y en a 3 de fond et essentiels, qui portent sur le droit de la nationalité. Parce que n'oublions pas que c'est le droit du sol. Le droit du sol qui avait été menacé. Et là, on revient dessus, et on dit c'est anticonstitutionnel, et donc on censure ces articles-là qui remettaient en question ce droit du sol. Donc je suis très heureux de tout ça. Bien sûr, il y aura des suites, puisqu'évidemment, j'imagine que la droite ne va pas se laisser compter sur ce dossier en particulier, parce que c'est un dossier emblématique pour elle. Mais il n'empêche que là, il y a déjà un coup de canif qui a été donné à cette loi portant sur l'immigration et qui avait été mal acceptée par beaucoup d'entre nous, et notamment les gens de gauche. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bertrand François Lubin, docteur en droit public, merci de ta présence et puis de ton œil aiguisé. Alors, comment vas-tu? Et puis ton actualité, j'imagine que tu vas rebondir sur ce que vient de dire Raphaël. Oui, bonsoir à tout le monde, donc aussi bien ceux qui sont autour de moi et puis ceux qui nous regardent. Sinon j'aurais effectivement relativement bien, je dirais. C'est jamais parfait. On tend vers la perfection, c'est un idéal, mais rien n'est parfait sur Terre. J'aime à dire à mes étudiants, bienvenue sur Terre. Alors, mon actualité, effectivement, c'est aussi celle qu'elle vient d'évoquer Raphaël. Et il a déjà tout dit. Ce que je peux effectivement ajouter, avant tout, il faut retenir qu'effectivement, il y a 3 dispositions qui ont été censurées sur le fond, mais l'essentiel, ce sont des questions de procédure, et notamment, il s'agit donc de cavalier, ce qu'on appelle en termes juridiques, cavalier législatif, c'est-à-dire des dispositions qui n'avaient rien à voir avec l'objet de la loi. Donc, c'est une propension, effectivement, de nos parlementaires depuis quelques années de profiter d'une loi et d'en faire, en quelque part, un fourre-tout. Et sur ce point, on peut effectivement saluer la vigilance effectivement donc du Conseil constitutionnel, pas seulement pour cette loi, mais de manière générale, qui veille effectivement à ce que discipliner les parlementaires, à ce que donc effectivement que de manière globale, il y a une inflation législative. Et cette inflation législative a pour principale conséquence de rendre la tâche donc d'interprétation des lois assez compliquée, parce que d'une certaine manière, on a beaucoup plus de lois qui bavardent
que de lois qui sont véritablement des normes. Et une norme, c'est 3 choses, c'est pas beaucoup de choses. Hein. C'est une loi norme, soit elle permet, soit elle autorise, soit elle interdit. On a plutôt donc affaire à des lois qui bavardent. Donc c'est très bien, et notamment bavarde quand on y introduit donc des éléments qui n'ont rien à voir avec l'objet principal de la loi. Donc c'est très bien que le Conseil constitutionnel veille au grain sur ce point. Et donc je me réjouis justement que le Conseil constitutionnel ait pu donc à l'occasion redonner un peu de sens à tout cela. Alors une question pour le téléspectateur. Il peut s'autosaisir le Conseil constitutionnel ou bien c'est le président? Non, il n'y a que seul cas de figure où le Conseil constitutionnel peut s'autosaisir. Enfin, disons que l'examen de la conformité de la loi est automatique, c'est donc quand il s'agit de loi organique. Mais en dehors de cela, il faut qu'il soit saisi par le président de la République, ce qui a été le cas ici, le Premier ministre, ce qui était aussi le cas, le président donc, du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ou encore 60 députés, 60 sénateurs. Mais il ne peut pas s'autosaisir à l'exclusion du cas quand il s'agit d'une loi organique. Très bien, très bien. Parfait. En fait, il ne se saisit pas. C'est que dans la procédure d'adoption d'une loi organique, il est prévu systématiquement un contrôle du Conseil constitutionnel. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et Béatrice, bienvenue de nouveau, et puis content de te voir. Donc, comment vas-tu? Et puis ton actualité, comme pour les camarades. Eh bien, bonsoir à tous les chroniqueurs ici présents. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. L'actualité, évidemment, c'est parce qu'elle vient juste de sortir. Donc, on est jeudi. La décision du Conseil constitutionnel interroge, mais je crois qu'elle interroge positivement pour ce qui me concerne, mais elle interroge aussi sur cette nouvelle façon de faire de la politique et finalement de faire un peu de show avec la politique. C'est un peu ce qui s'est passé pour faire passer une loi immigration avec et surtout pour avoir un accord quelque part et pas faire un 49.3 sur cette loi. Le gouvernement a décidé de négocier avec la droite et d'adopter des positions qui sont des positions historiques de l'extrême droite. Bon. En espérant par ailleurs qu'un certain nombre de dispositions, donc en le sachant pertinemment, allaient être retoquées par le Conseil constitutionnel, ce qui est le cas. Ils ont eux-mêmes avancé cet argument. Exactement, ils ont dit mais de toute façon, le Conseil constitutionnel va retoquer un certain nombre de dispositions, donc c'est pas grave. Bon. Moi, je crois que c'est au contraire très grave de constater que de plus en plus, on a aussi des politiques qui, à des très hauts niveaux, jouent avec ce que l'on appelle la démocratie. Parce que l'expression, c'est un système démocratique, l'expression parlementaire est un système démocratique, l'expression des chambres que sont le Parlement et le Sénat sont des expressions démocratiques. Le Conseil constitutionnel est aussi, on va dire, une émanation de ce système démocratique. Et je crois que jouer à chaque fois, être sur le fil du rasoir, prendre finalement les plus mauvais côtés de la Ve République, parce que c'est les plus mauvais de la Ve République, hein, le 49.3, le machin, enfin bon, et s'amuser de tout ça pour faire passer un modèle de société qui n'est pas obligatoirement le modèle pour lequel on a été élu, me semble être problématique dans la situation de conflit presque et je cherche le mot, mais de doute aujourd'hui des populations quant aux décisions qui peuvent être prises dans les États. Une deuxième actualité qui est et donc bon, en tout cas je me satisfais de cela, même si les chroniqueurs précédents ont exprimé aussi toutes les réserves qu'il fallait avoir sur un certain nombre de dispositions pour lesquelles la droite va peut-être demander des comptes, hein, parce que qui dit cavalier législatif ne dit pas anticonstitutionnalité, ce qui veut dire que si c'est pas anticonstitutionnel, ça peut être présenté. Bon, donc si M. Macron, les 3 prochaines années, va encore avoir une petite majorité, il a une majorité, mais une majorité absolue sur un certain nombre de textes, peut-être qu'il va revenir, il va être obligé de demander à son Premier ministre de revenir sur des dispositions qui ont été des cavaliers législatifs et pas des mesures anticonstitutionnelles. Donc il faut wait and see, il faut qu'on soit vigilant et qu'on regarde tout ça. Et puis, je ne sais pas si on en aura l'occasion, mais je pense qu'il va falloir qu'on parle de cette question de l'immigration, si un jour on en a dans les prochaines émissions la possibilité, et de pouvoir nous laisser le temps de nous exprimer sur ce que je pense être une
nécessité de revoir les lois sur l'immigration, mais de les revoir en gardant de toute façon un volet humaniste qui me semble nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens de rentrer chez eux tout en leur maintenant de la dignité. Voilà. Deuxième, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça traîne beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce groupe de femmes guadeloupéennes qui défraient qui défraient les réseaux sociaux pour être dénudées clairement dans les défilés de carnaval. La féministe que je suis tient à dire aux téléspectatrices et téléspectateurs qui le pourraient que ce soir à 18h en mairie de Fort-de-France, il y a une conférence menée par l'UFM de la femme noire. Merci sur l'hypersexualisation des corps des femmes noires en l'occurrence ou afrodescendantes et je pense que ça peut être très intéressant d'ailleurs d'y aller donc pour ceux qui ont l'occasion. Donc on est jeudi à l'heure où... Et c'est à partir de 18h. Et c'est à partir de 18h, à l'heure où on enregistre, on est jeudi. Donc si les personnes ont la possibilité, qu'elles y aillent, parce que je pense qu'il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre sur nous-mêmes et puis il y a des choses à apprendre sur ce regard que l'on se porte. Et je voulais dire pour ma part que je pense que nous sommes arrivés au moment où aussi une certaine partie de notre réglementation, même si on doit laisser vivre notre patrimoine culturel, celui du carnaval, une certaine partie de la réglementation doit pourtant être appliquée. Et en l'occurrence, on est là, par contre, dans un volet qui peut être un volet judiciaire, qui est celui de l'exhibitionnisme. Il y a un moment où on n'est plus dans le carnaval. Dans le carnaval. Très bien. Ok. D'accord. Quand on défile nu, sans autre espèce de choses que des fils pour couvrir ce que l'on a de corps, bah c'est problématique parce que on est dans l'espace public. Et malgré tout, je pense que parce qu'il y a des enfants, parce que c'est pas privé, parce que ce n'est pas réservé à une population qui naturellement peut y faire face et machin, et ben il va falloir peut-être que les maires, dont celui de Fort-de-France où se déroulent des défilés, rappellent la réglementation et un certain nombre d'arrêtés afin de regagner en pudeur dans certains cas, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, je tiens à le dire, dans ce type de manifestation, parce que je suis pas sûre que notre culture soit aussi la culture de l'exhibitionnisme et de l'hypernudité et de l'hypersexualisation. Ça commence à le devenir, malheureusement. Voilà. Très bien. Ouais. Bon, ben, écoutez, alors... Qu'on s'interroge, moi je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on entend par liberté. Très bien. Je pense que on est... Alors je voulais juste une petite précision, puisque cette émission se veut avant tout pédagogique. Alors j'ai utilisé le terme de loi organique. Donc à l'attention de nos téléspectateurs, une loi organique, il y a plusieurs types de lois. Il y a des lois ordinaires, il y a des lois organiques et puis il y a des lois référendaires. La loi organique, c'est celle qui complète la Constitution. Parce qu'une Constitution doit poser de grands principes à charge pour des lois qu'on appelle organiques de venir dans le détail. D'accord ? C'est ça une loi organique. Donc c'est une loi qui a pour objet de compléter la Constitution. Très bien. Merci beaucoup pour ces propos liminaires, ces présentations puis de l'atmosphère et puis de ce qu'on ressent chacun. Ça fait du bien. Et puis ça nous permet aussi d'être en contact avec la réalité. Alors on va aborder donc le programme d'aujourd'hui en essayant de parler 3 minutes chacun sur chaque thème, puisque Manuela nous a donné un petit programme assez intéressant. Donc premier thème, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé le montant exact de l'augmentation des tarifs d'électricité des particuliers qui s'appliquera à partir du 1er février 2024. Et comme propos introductif, je souhaiterais dire que la France a été très bien dotée d'un parc nucléaire et puis on a fait un marché européen de l'électricité. Forcément, comme il y a des partenaires qui utilisent beaucoup d'électricité thermique à base de charbon, à base de gaz, et que ça coûte beaucoup plus cher que le nucléaire, forcément on est solidaire de fait de ce marché, de ce mix énergétique, et on se retrouve donc, Raphaël, à devoir payer l'électricité plus cher. Qu'en penses-tu, cher ami ? Écoute, c'est vraiment très embêtant, parce que très embêtant. C'est même triste. Ah oui, tout à fait. Il faut rappeler que l'augmentation du tarif de l'électricité est de l'ordre de 34% sur 2 ans, à peu près, en France. Martinique, c'est différent parce que l'État a décidé
d'appliquer un tarif qui est abattu par rapport aux tarifs qui sont pratiqués en France. Sauf que, là, cette fois, nous aurons donc une augmentation d'à peu près 10%, enfin 9,8%, si mes souvenirs sont bons, ou 8,6%. Et cette augmentation qui est appliquée en France va s'appliquer en Martinique. Ça veut dire que nous aurons effectivement une augmentation relativement exponentielle, si on peut le dire, du tarif d'électricité. Alors, pour les ménages modestes, il y a ce chèque énergie qui est distribué, qui est de l'ordre. Alors, en France, ça va jusqu'à près de 300 €. Ici, c'est plus de 300 €. J'imagine, mais je parle sous ton contrôle, que la CTM a dû mettre une petite partie, mais ça, je n'en suis pas sûr. Donc, je ne m'avance pas. Sauf que c'est one shot. C'est-à-dire que il y a cette augmentation qui est compensée par ce chèque énergie, mais c'est sur une fois. Quand je dis one shot, c'est ça, sur une fois. Alors que les années d'après, les ménages modestes ne vont plus bénéficier de cette augmentation. Et quand je dis ça, je rajoute que en 2025, parce que pour l'instant c'est 10% pour 2024, mais on n'a pas fini de se voir appliquer ces augmentations. En 2025, en février 2025, il y aura encore une nouvelle augmentation. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire, c'est ce qui est indiqué comme thème à traiter ce soir, Bruno Le Maire estime que le quoi qu'il en coûte est terminé. Oui. Terminé. J'ai retenu, effectivement. Tu as retenu ça. Il dit dans une interview, le quoi qu'il en coûte est terminé. Ça nous aura coûté 6 milliards d'euros. Là, nous diminuons la part de l'État à hauteur de 3 milliards. Il reste 3 milliards encore à la charge de l'État. Mais ces 3 autres milliards, eh bien, il va falloir que les usagers de l'électricité puissent les payer. Donc, ceux qui ont bénéficié de ce dégrèvement, enfin, en tout cas, de ce recul du tarif, eh bien, vont devoir payer encore plus, c'est-à-dire probablement 10% encore sur le tarif. Et les Martiniquais paieront encore 10% sur le tarif d'électricité pratiqué ici. Donc, très clairement, ça veut dire que les ménages modestes qui ont bénéficié de ce bouclier, ou ce bouclier tarifaire, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, ce bouclier tarifaire, eh bien, devront faire le deuil de ce bouclier au nom de l'abandon du quoi qu'il en coûte. Donc voilà, il faut que la population martiniquaise s'attende à ça. C'est très compliqué. Et juste pour compléter, vas-y. La fin du bouclier tarifaire, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est janvier 2025. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire au 1er février 2025, on aura une nouvelle augmentation du tarif. Alors, Bertrand, comme tu as pris la parole, donc ton sentiment, et je vais passer la parole à Michel après. Alors, sur le plan technique, je ne suis pas très averti sur ces questions, mais effectivement, ce sont des choses que j'ai pu lire ici. Moi, c'est d'un point de vue politique que j'ai envie donc d'appréhender cette question. Est-ce que donc la question de l'électricité ne doit pas devenir un bien commun et être, j'ai envie de dire, que ce ne soit pas un produit marchand, même encore que, bon, le statut d'EDF est un peu hybride, c'est quand même une entreprise publique, mais de plus en plus donc soumise à la loi de la concurrence. Donc je pense que, je ne sais pas, moi je me pose la question, est-ce que effectivement on ne peut pas en faire un bien non marchand ? Avec toutes les conséquences que ça emporte, mais c'est une question, de mon point de vue, qui devient politique et qui mérite effectivement d'être débattue au sein de la population. Et puis la deuxième réaction, alors sans savoir véritablement, sans maîtriser les tenants et les aboutissants, je me pose la question. Donc j'ai envie de me dire, plus vite on ira vers les solutions alternatives, peut-être que mieux ça vaudra. Je n'en sais rien, mais tout en maîtrisant pas les coûts. D'accord, mais spontanément comme ça, j'ai envie de me dire, parce que c'est quand même assez triste ce qui se passe là, d'accord ? C'est énorme. Parce que les ménages modestes vont subir cette hausse de manière... Et les entreprises aussi, les boulangers. Et les entreprises, parce que j'ai entendu Frigidom, dont on a parlé ce matin sur un média, c'est le deuxième poste de dépense donc, de son budget, et avec, je crois que c'est 40 000 € par mois. Oui. D'accord. Très bien. Donc ça va représenter un coût assez considérable pour l'économie. C'est bien sûr les particuliers, avant tout, il me semble, mais quelques autres. Tous les. Très bien.
Alors Michel, pour un petit peu te lancer sur la dimension économique, donc j'ai lu qu'EDF vend aux opérateurs 46 € le mégawattheure, 46 €, et puis les privés revendent aux particuliers et beaucoup plus cher, notamment Total qui revend l'électricité à EDF et aux particuliers 300 à 400 € le mégawattheure. Autrement dit, EDF vend aux opérateurs privés 46 €, et puis quand ça rentre dans la boucle, eh bien Total revend cette électricité produite par EDF aux consommateurs 10 fois le prix. Mais on marche sur la tête ou quoi? Je ne comprends pas ça. Bon, alors c'est un des effets de ce qu'il a évoqué là tout à l'heure, c'est qu'on est dans un processus de semi-privatisation Tout à fait, oui. d'une entreprise qui était une entreprise phare. Tout à fait. EDF-GDF a été une grande conquête de la libération en 1945-46. Une entreprise nationale. En 1945, on a nationalisé. Voilà. Et d'ailleurs, qui a réalisé des progrès considérables. Bon, jusqu'à ces dernières années, le coût du kilowattheure en France était le moins cher d'Europe. Bon, ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, une entreprise publique peut être compétitive. Bon. Avec les bons choix stratégiques. Bon. Alors, sous l'influence, alors on revient là, on va retrouver le même problème d'ailleurs à propos de l'agriculture. Sous l'influence de la Commission de Bruxelles, on est dans un processus de mise en concurrence de l'énergie. Bon. Et d'ailleurs, la Fédération de l'énergie de la CGT a calculé qu'on pourrait vendre l'électricité 18% moins cher. Je ne rentre pas dans les calculs. Ils ont fait un calcul sur plusieurs années et ils ont pu démontrer que donc il n'y a pas l'augmentation du prix de l'électricité présentée comme inéluctable par Bruno Le Maire, c'est faux. Bon, donc pour revenir aux considérations à caractère politique, il faut simplement geler cette augmentation. Les partis de gauche, notamment le Parti communiste, mais d'autres, en France, demandent de geler cette augmentation parce qu'elle touche, en plus, elle est même plus forte pour les heures creuses. Alors, c'est quand même une aberration. Il y a l'augmentation c'est la journée, me semble. Non, la nuit, à partir de 10h à 6h. De 22h à 6h du matin. Alors, il y a un tarif plus bas pour inciter justement le consommateur à consommer dans les heures creuses. Eh bien, l'augmentation est plus forte. D'accord. Bon, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire très brièvement sur un sujet. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis une décision de Giscard d'Estaing en 1976, le prix du kilowattheure en Martinique est le même que le prix du kilowattheure en France, alors que le coût de production en Outre-mer est 2 fois plus élevé. D'accord. Et on s'oriente dans les années qui viennent à un alignement du coût du kilowattheure Outre-mer sur le coût de production réel. Bon. Attention. Béatrice... Bon, et ça fait partie des sujets qu'il faut aborder au moment des élections européennes. Très bien. Béatrice, j'ai envie de poursuivre en disant que les Espagnols et les Portugais sont sortis du marché européen de l'électricité. Et puis, paraîtrait-il que Total a multiplié ses marges par 5 ces 10 dernières années. C'est-à-dire que ce sont des chiffres épouvantables, quoi. Nous qui aimons les spéculateurs. Encore une fois, j'ai envie de dire, et Michel fait bien de le rappeler, bon, il va falloir qu'on se pose des questions à chaque fois qu'il y a des élections, on le dit et tout ça, mais il faut quand même à un moment être vigilant sur les gens pour lesquels on vote. Mais oui. Bon. Ça, c'est le fruit d'un choix. On a décidé de voter pour un jeune homme dont on a constaté au terme de 5 ans que c'était un ultra-libéral. À l'époque, d'ailleurs, tout le monde a rigolé quand ça a été dit. Mais c'est le président des riches. C'est pas le président des pauvres. D'accord ?
C'est le président de ceux qui peuvent, et c'est le président d'ailleurs du fameux ruissellement. On voit bien que ça marche pas, le ruissellement. Alors, on a des multinationales, parce que Fred aurait été là, il nous aurait dit les entreprises, mais quand on parle ici, on ne parle pas des TPE, des PME et des patrons qui se payent 5 000 € pour faire 70 heures, 80 heures par semaine. Il faut quand même être raisonnable. Quand on dit ça, on parle évidemment des immenses multinationales françaises qui, de toute façon, font leur beurre en France, ok, ou ailleurs. Soit dit en passant, et dont on voit les dividendes. Donc on ne parle pas des chiffres d'affaires, on parle des dividendes, c'est-à-dire c'est une fois qu'on a tout payé, c'est ceux qui restent pour distribuer aux actionnaires, qui ont une augmentation de 400, 500, 600% de leurs dividendes, dont Total, dont on a dit d'ailleurs en pleine période de Covid, alors qu'il y avait une baisse de la consommation, d'accord, qui faisait 217 milliards de bénéfices. Bon, alors pourquoi l'Espagne et le Portugal sortent du marché, comme tu viens? Parce qu'il y a un moment où il y a des choses qui ne sont pas logiques. On ne peut pas avoir une entreprise qui a été fondée avec des fonds publics, qui est devenue, on va dire, productive et qui prospère et qui fait ce pourquoi elle existe, c'est-à-dire qui produit de l'électricité et qui donc donne de l'électricité à la plupart des ménages, et dire, écoutez, à partir de maintenant, vous avez l'obligation, il y a une libéralisation du marché, parce que Michel l'a dit, l'Europe est à droite, ok ? Ça fait 40 ans que l'Union européenne a des élus de droite. Donc, les moulins qui qu'à penser autrement, ni qu'à aller voter, parce que ces gens-là votent pour leurs gens, et c'est pour ça qu'ils sont à la tête de l'Europe et qui mettent en place du libre-échange et qui mettent en place des marchés globaux où leurs copains font encore plus d'argent. Donc, on dit libéralisation, et donc on dit à EDF, écoutez, vous avez un privilège, vous avez en gros, zotni en bac à sable, qui ni sable là-dedans, faut que les autres bougla, les bougla qui disent ok, nous caprons ça, et on dit à EDF, par contre, vous n'avez pas le droit de vendre plus cher que ce que ça vous a coûté. Hein. Donc EDF dit écoutez, moi ça me coûte 70, donc je vais le revendre 70, mais à côté, on ne voit pas tellement ici, mais à côté en France, il y a plein de nouveaux distributeurs d'électricité, et ces distributeurs-là disent, nous on l'a acheté 70, mais on est en capacité de le revendre 240. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place des contrats où ils vous garantissent 70 par exemple sur un an, donc vous sortez de EDF et vous allez chez d'autres opérateurs, et puis après ils vous disent oui mais le prix il est fluctuant, et donc quand ça commence à aller mal, on peut augmenter le prix de votre électricité. Donc il y a déjà des gens qui ont vu, à cause de ces prix fluctuants, leur facture d'électricité augmenter. Qu'est-ce qui se passe là sur cette augmentation annoncée par monsieur Bruno Le Maire? C'est une taxe particulière, d'accord, qui avait été diminuée. C'est la fameuse taxe intérieure de la consommation finale d'électricité, qu'on appelle vulgairement la CSPE, la contribution au service public d'électricité, qui en fait va passer de 1 va remonter, va être réévalué, va revenir à son niveau d'avant, d'accord, 2021, sauf que toute taxe, l'État, et c'est pour ça que quand j'entends parfois on parle ici, les collectivités, elles mangent bien dès que les gens roulent, en l'occurrence, il y a des taxes qui sont sur le volume et il y a des taxes qui sont sur la consommation. Quand plus vous consommez, plus l'État touche. Donc, en plein hiver, l'État qui décide en plein hiver, pas en été, au moment où les gens mettent le chauffage, parce qu'il fait super froid. Donc en plein hiver, au 1er février, l'État français décide de revenir sur une baisse de taxes en matière d'électricité. Il y a une petite augmentation due au marché, mais elle n'est rien par rapport à la taxe. Donc c'est l'État qui, là, décide, alors qu'on voit qu'il y a des gens qui ont déjà des difficultés. On rappelle, il y a 1 Français sur 3 qui se prive, d'accord, de faire des repas à cause des prix et de l'augmentation des prix de l'alimentation. Ça vaut pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on dit aux gens que vous allez prendre 10% de plus sur votre facture d'électricité. Donc je redis,
qu'on se pose des questions sur les personnes qu'on met à la tête des États parce que, ils sont donc en capacité de jouer à la destinée des populations. Et lorsque l'on s'appauvrit, il se peut parfois que ce soit des décisions étatiques qui favorisent l'appauvrissement des populations. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, l'émission tourne toujours autour d'une réflexion menée par les chroniqueurs qui essaie de vous faire conscientiser en fait les problématiques qu'on rencontre tous les jours, et notamment, et là je vais donc poursuivre sur l'INSEE, la Martinique, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en décembre, avec une inflation donc totale de 2,5% sur un an, de janvier 2023 à janvier 2024. J'ai l'impression que c'est une martingale. Je me retourne vers Michel, l'économiste du plateau. Mais oui, donc finalement, c'est une inflation sans fin. J'ai l'impression que depuis la Covid, on n'arrête pas, et depuis l'Ukraine et la guerre en Ukraine, on n'arrête pas. Et puis j'ai l'impression aussi que cette inflation, elle est un petit peu due au marché des pays du tiers-monde, enfin des pays en développement, qui quelque part se réapproprient les richesses qu'on a pendant très longtemps exploitées à bon prix. Voilà, c'est mon sentiment. Bon, en tout cas, faut pas quand même être catastrophique. L'inflation de 2,5% est quand même inférieure à l'inflation en France. Ok. Bon. Et par rapport à l'année dernière, elle était de combien l'année dernière? L'année dernière, elle était de l'ordre de 4%. D'accord. Bon. Donc, par contre, cette inflation s'applique à des prix qui, globalement, Sont déjà plus hauts. sont déjà 15% plus élevés qu'en France. Donc, c'est une inflation moindre qu'en France. Mais bon, par exemple, je prends l'exemple de l'alimentation. La moyenne, c'est 2,5%. Pour l'alimentation, le poste alimentation à l'intérieur des postes de dépenses, l'alimentation, c'est 6,9%, alors qu'en France, c'est 7,2%. Donc, et puis surtout, quand même, bonne nouvelle, l'inflation a été inférieure en ce qui concerne les prix de l'énergie. Bon, je rappelle quand même, contrairement à ce que certains disent, et puis j'ai eu quelquefois, ici même, quelques discussions un peu sévères. Bon, c'est l'un des rares secteurs où l'État contrôle les prix des carburants. Et par conséquent, une des explications d'une inflation en Martinique inférieure à celle de la France, c'est le fait qu'à l'intérieur, le prix de l'énergie, le prix des carburants a été contrôlé. Voilà. Très bien. Raphaël, ton sentiment là-dessus? Mais écoute, je veux bien entendre de la part de Michel que l'inflation était inférieure à l'inflation qu'on a constatée en France, mais ça nous fait une belle jambe. Je veux rappeler que, ne serait-ce que pour l'alimentation, la différence est de 30 à 42%. 30 à 42%. C'est ça. Et nous sommes tous confrontés à la nécessité de nous alimenter. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comment faire l'analyse de cette situation qui ne fait que perdurer? Nous sommes confrontés à cette situation depuis très très longtemps, évidemment. Et là, on voit bien qu'il y a un sous-investissement de l'État. Il y a un non-contrôle de tout ce qui se passe ici, et notamment sur les lois, sur la non-concurrence entre les opérateurs, qu'ils soient capitaines du commerce ou de l'industrie. Que dit l'État? L'État dit, vos prix sont plus élevés. Alors déjà, premièrement, ils sont en train de pointer les 40% des fonctionnaires, en disant que ça crée une sorte d'inflation, puisque ça y est un appel d'air, et à partir du moment où on estime qu'il y a de la trésorerie constituée par cette surrémunération, ce qu'ils appellent la surrémunération, donc forcément le prix augmente. Mais c'est même pas ça, c'est qu'ils disent attention, il y a le problème de l'éloignement, forcément lorsque des denrées doivent venir de la France notamment, parce qu'on sait très bien que 70% de nos échanges se font avec la France. Le fait de venir là, c'est déjà un problème qui fait augmenter, mais en plus ils contestent le fait que les intermédiaires sont trop nombreux, parce qu'ils disent, après avoir analysé, que tous les intermédiaires ont une fonction qui est essentielle et qui ne peut pas disparaître. Et puis, la dernière chose, c'est l'octroi de mer. Alors l'octroi de mer, il semble ignorer que l'octroi de mer permet de financer
les collectivités locales, ce qui est extrêmement important. Mais deuxièmement, moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas imaginer un seul instant que cet octroi de mer puisse être supprimé. On peut modifier, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Mais l'octroi de mer porte en particulier sur le secteur primaire et sur le secteur secondaire, alors que ce sont les services qui représentent la majorité de nos activités économiques dans ce pays. Et les services ne sont pas touchés par l'octroi de mer. Donc ce n'est pas l'octroi de mer qui, en fait, finalement, provoque le surenchérissement. Ça a été prouvé, ça a été démontré. Mais le gouvernement tient bon sur ça en disant il faudra qu'on réforme l'octroi de mer d'ici à 2027 par un projet de loi de finances de 2025 pour arriver à, effectivement, une modification sous l'influence de l'Union européenne, évidemment. C'est une exigence de l'Union européenne. Mais bien sûr, bien sûr. Alors je veux bien, mais si on remplace l'octroi de mer par la TVA, le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que nous soyons très attentionnés, très attentifs sur la constitution de nos prix ici pour voir comment on peut gratter sur des marges ici et là pour permettre une démarche qui pourrait effectivement nous permettre de faire diminuer justement ces prix qui sont trop élevés dans ce pays. C'est ça essentiellement la difficulté d'aujourd'hui. Très bien. Bertrand, les intermédiaires, je pense qu'on en a plus ici qu'en France. Hein. Quand on a le transporteur, quand on a le grossiste, quand on a le distributeur, etc. Oui. Bon. Notre positionnement géographique explique, parce que notre centre d'approvisionnement est de l'autre côté de l'Atlantique, donc ce qui explique effectivement qu'il y a toute une chaîne de personnes qui interviennent entre le moment du départ du produit au Havre ou je ne sais quel port pour arriver ici. Mais moi, cette question m'interpelle sur un point. Et donc tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu la sensation que l'on a, c'est une inflation sans fin. C'est ce que tu as dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Sans fin. Tout à fait. Et ce qui traduit, à travers même le fait de dire que c'est une inflation sans fin, il y a un aspect assez terrible dans cette expression. Et quelque part, la façon dont tu as dit cela tout à l'heure est déjà symptomatique de cette réalité que nous avons l'impression d'une certaine impuissance, qu'on subit les choses. Et c'est là donc où je me pose la question, parce que quelque part, cette impuissance que chacun ressent, elle est surtout avant tout d'ordre politique. C'est cette impuissance politique qui m'interpelle, où on a le sentiment qu'aujourd'hui, gouverner, c'est être en capacité d'agir sur le cours des choses. Et force est de constater que nos gouvernants, de manière générale, sur cette planète, dans un cadre de mondialisation, n'ont plus véritablement la capacité d'interférer sur le cours des choses. Et ceci se traduit, quelque part, par ce qu'on peut observer, que l'économie a pris, d'une certaine manière, le pas sur le politique. Et j'en veux pour preuve, la semaine dernière, il me semble, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, c'était le fameux forum de Davos où ces grands capitaines d'industrie se réunissent et c'est eux qui décident l'avenir du monde. C'est surtout donc, à travers donc, cette expression, donc, une inflation sans fin, j'ai l'impression que nous subissons le cours des choses et que nous ne sommes pas en mesure, et notamment notre impuissance politique, à pouvoir influer sur ce phénomène qui semble effectivement inarrêtable. Béatrice, est-ce que tu n'as pas le sentiment aussi que le reste du monde s'est réveillé et puis que ce qu'on exploitait très avantageusement, je parle des Occidentaux, eh bien, quelque part, comme ils sont en train de s'industrialiser, ils gardent un petit peu de leur richesse et puis ou alors ils vendent leur richesse un petit peu plus cher. Est-ce que ça n'est pas de là ? Pour l'instant, c'est pas encore prouvé, mais je suppose que tu parles de la matière première, notamment exact. sur le continent africain. C'est pas encore si Total, qui est l'une des sociétés en matière d'énergie et de matières premières les plus implantées sur le continent, ne montre pas un recul significatif de ces investissements là-bas, pour le moment, même si on voit monter plutôt d'ailleurs
d'ailleurs une jeunesse. C'est pas sûr que les chefs d'État, pour l'instant, soient dans cette stratégie et que les matières premières se vendent tellement plus cher que nous soyons obligés, nous, de les acheter à un prix qui fasse augmenter. Non, on a un système, Bertrand vient de le décrire et Michel avant lui, qui est un système capitaliste. Voilà. Et ce système-là, c'est aussi celui d'un système de force et de jeu de force. Et en l'occurrence, oui, dans la mesure où on a opposé, c'est-à-dire que dans les principes de liberté, c'est la libre, voilà, le libre marché, la libre administration, la liberté d'entreprendre et tout ça, on dit aux gens, vous avez aussi la liberté de couillonner. D'accord. Voilà. Donc vous avez la liberté de... L'administration, il faut quand même la mettre de côté, parce que c'est ce qui nous permet... Oui, non, mais... C'est le bénéfice de nos collectivités, c'est l'autonomie des collectivités. Oui, mais pas obligatoirement, enfin, c'était plutôt des entreprises et des marchés dont j'étais en train de parler, et pas obligatoirement des collectivités. Alors, juste une chose sur les prix. C'est vrai que Michel, qui a son regard très avisé sur les démarches de l'INSEE, a parlé des augmentations, mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même une augmentation parce que les taux qu'on nous annonce de 1,3, c'est par rapport à la période précédente. Oui. Bon, mais la période précédente accusait déjà une augmentation de 1, combien. Et la période d'avant, en l'occurrence, entre ce qui est peut-être intéressant, c'est la différence entre les années, et en l'occurrence entre 2022 et 2023, on était quand même sur la totalité de la période à plus de 4,2% d'augmentation. Ça, c'est également intéressant de montrer que à chaque fois on nous dit petite augmentation, 1, sauf que le semestre d'avant on était déjà dans une petite augmentation. Mais en fait, elles s'accumulent, ces petites augmentations, et ça finit par être lourd dans le panier de la ménagère. Moi qui fais mes cours, je vous assure, je le redis à chaque fois sur ce plateau, mais je suis d'une vigilance qui est presque maladive. Non, mais vraiment, hein, je deviens parano. Et puis en plus, il y a des pratiques commerciales dans les centres commerciaux qui me semblent souvent inadmissibles, avec des unités qui sont moins chères que des lots, alors que c'est en général vous achetez une plus grande quantité, c'est moins cher parce que pour plein de raisons, parce que vous achetez plus et tout ça. Au kilo, ça revient moins cher. Faut tout regarder. Faut tout regarder. Et sincèrement, pour la ménagère que je suis, c'est il y a quelque chose d'angoissant maintenant quand je vais au supermarché. Et je disais, alors pour ce qui est, je reviens sur la question de l'énergie et je contredis un peu mon camarade Bertrand, parce que je pense qu'il y a un manque de visibilité des actions menées par les collectivités et l'État parfois, qu'il faut saisir, qu'on ne tait parfois volontairement pour qu'il n'y ait pas un engouement. Mais je rappelle quand même que l'État et la CTM ont mis en place notamment des primes sur l'achat de chauffe-eau solaire, sur l'achat de brasseurs d'air. Donc prenez le brasseur en ce moment par exemple où il fait un peu plus frais le soir, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un brasseur qu'une clim. Sur l'achat de clim avec à bonne capacité avec une faible consommation d'énergie. Donc il faut sauter sur les dispositifs et puis et là c'est peut-être plus toi qui pourras nous répondre, mais où en sommes-nous de nos programmes d'énergie, comment on appelle notre programmation d'énergie renouvelable en Martinique, parce que ça veut dire aussi que nous serions moins dépendants des prix commerciaux de l'électricité si nous arrivons à produire plus d'énergie propre. D'accord. On est d'accord quand même sur ça. Tout à fait. Et donc on a quand même un plan. Bien, le nom ne me revient pas. David Zobda en a parlé concernant l'électricité propre. On est autour de 20%. Ok, et on doit arriver à 2030 à quelque chose comme 50%. Exactement. Bon. Donc, je pense qu'il faut accélérer. Il ne faut pas faire du buzz avec n'importe quoi, parce que j'ai vu aussi qu'on faisait du buzz avec alors c'est le nouveau truc, hein, d'ailleurs, des pales là. Tu sais, mais non, il y avait les éoliennes qui, quand elles sont bien placées, peuvent être une alternative par ailleurs très intéressante à la production. On a du vent.
on a du soleil. Et l'ensoleillement, c'est génial quand même. Hein. On a une possible géothermie. On a une possible géothermie. Faut qu'on accélère, nous, sur notre capacité à... Du coup, on a parlé souvent d'autonomie alimentaire. Je pense qu'il faut que de plus en plus, on accélère sur l'autonomie, mais même électrique, enfin énergétique, et même à l'échelle des ménages. Et donc, il faut que peut-être la CTM et les villes fassent du aller vers, donc aillent peut-être plus vers le consommateur, peut-être même, et là ça va vous intéresser messieurs, mais c'est peut-être là aussi que nous avons besoin d'autonomie, parce que nous on pourrait inventer des règles où on a l'obligation, lorsque l'on construit par exemple, de mettre des panneaux solaires sur sa maison ou sur son bâtiment. Mais ça, aujourd'hui, ça ne nous est pas encore et puis ce n'est pas encore possible. financé, surtout. C'est pas Alors, encore financé. Je me tourne vers toi, Michel, parce que j'ai regardé les solutions. Je me suis un petit peu intéressé à ce que les entre guillemets, les tenants de l'économie libérale disent. Quand c'est une inflation par la monnaie, ils disent qu'il faut augmenter le taux de crédit de manière à contraindre cette inflation. Quand c'est une augmentation par la demande, c'est-à-dire la consommation, eh bien là, il faut augmenter les impôts pour réduire cette inflation. Et quand c'est une augmentation par les coûts, c'est-à-dire le pétrole, eh bien là, il faut modérer les salaires. Autrement dit, j'ai l'impression que les solutions proposées par les tenants du libéralisme, puisque c'est ça, ils sont toujours dans la contrainte contre la population. Et est-ce qu'on peut se hasarder à faire un parallèle avec les pays qui ont des inflations galopantes de 10, 15, 20%? Bon, alors, la première chose, je voudrais revenir un petit peu en arrière. J'ai parlé de l'évolution de l'inflation, la variation des prix. Il ne faut pas confondre avec le niveau des prix. Bon. Nous avons une variation du niveau des prix de 2,5% en 2023. 23. OK? Bon. À partir d'un niveau de prix qui est globalement supérieur, vous avez fait aux études de l'INSEE, de 15%. 15 à 16% en Martinique, en Guadeloupe aussi d'ailleurs, et de 40% en ce qui concerne les produits alimentaires. D'accord. Mais c'est le niveau. C'est l'écart de prix entre... C'est pas l'inflation, c'est l'écart de prix entre le niveau des prix en France et le niveau des prix en Martinique. Oui. Attention. Oui. Bon. Maintenant, pour revenir... Bon. Deuxièmement, l'un d'entre vous a parlé de nos échanges extérieurs. Nous importons l'inflation des pays développés. À partir du moment où nous achetons des produits, nous achetons du pétrole. Le prix du pétrole brut, pour des raisons X, la guerre en Ukraine, les décisions de l'Arabie Saoudite, décisions de la Russie aussi d'ailleurs, qui veut se préserver contre les sanctions américaines, mais parce que ça a une incidence sur les prix du pétrole brut. Par conséquent, le prix du pétrole, le prix de l'électricité en Martinique, la centrale de Bellefontaine, c'est du gazoil qu'on importe. Bon, par conséquent, j'ai pris cet exemple-là pour d'autres exemples. Bon, l'huile de colza, le colza, c'est un produit dont l'Ukraine est le principal producteur. Le deuxième producteur au monde, c'est le Canada. Bon. Eh bien, la bouteille d'huile de colza, elle est importée. Par conséquent, nous importons L'inflation. Nous importons l'inflation. Bien. Par conséquent, ce qu'on peut exiger, sauf ce qu'on peut exiger des gouvernants, c'est que dans ce processus d'importation, les intermédiaires dont on parle, les commerciaux dont on parle, n'ajoutent pas un facteur d'augmentation de leurs bénéfices qui amplifie le phénomène d'inflation. Explique-moi que c'est qu'une marge arrière, s'il te plaît. Une marge arrière. Alors, une marge arrière, c'est le fait pour un acheteur, je commande des pâtes alimentaires en France. Bon. Le tarif des pâtes alimentaires est 1 €. Et puis, suivant les quantités que j'achète, on me dit, ben, si vous achetez
vous bloquez, vous achetez que pour moi, que chez moi, d'abord. Vous donnez l'exclusivité. Ouais. Vous donnez l'exclusivité. Et que vous commandez au-delà de tant de tonnes. Eh bien, à la fin de l'année, je vous mets sur un compte que vous allez ouvrir en France une marge arrière de 3, 4, 5% du montant de vos achats. Et ça, ces marges arrière, C'est interdit. alors, c'est plus ou moins interdit. Elles doivent apparaître, Non, sur normalement, elles doivent apparaître sur la facture, le plus souvent. Et c'est ça, c'est le rôle de l'administration, de l'ex-administration des DGCCRF, de débusquer. Parce que tu ne peux pas découvrir ça. Le citoyen ne peut. C'est pour ça qu'il faut des fonctionnaires. Les gens qui sont contre les fonctionnaires. Il faut des fonctionnaires assermentés pour pouvoir chercher ces choses-là. Bon. Et le résultat, c'est que ces marges arrière, ces 3, 4, 5% qui sont accordés devraient être répercutés dans les prix en Martinique. Eh bien, ça n'est pas répercuté le plus souvent. Voilà. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et t'as levé le lièvre. Oui. On a plus d'intermédiaires. Oui. Oui, on a des intermédiaires factices. Oui. C'est-à-dire qu'on a Absolument. aujourd'hui des groupes qui créent des tranches d'intermédiation. Supplémentaires. Voilà. Et du coup, ce qui permet d'ailleurs de dire mais non, c'est pas abusé parce que t'as là qu'à prend 0,3, t'as là qu'à prend 0,5, t'as là qu'à prend 1%. Donc t'as celui, mais c'est les mêmes, qui a la centrale, t'as celui qui a finalement la petite société de transport là-bas, t'as celui qui a son agent de négociation là-bas qui va se prendre une petite marge parce que justement il a négocié le prix, mais c'est toujours le même groupe, c'est un peu diffus, mais c'est toujours le même groupe. T'as celui après qui va acheminer du port jusque là. T'as celui d'ailleurs qui a des actions également parfois dans les compagnies aussi maritimes. Voilà. Et donc quand t'additionnes tout ça, t'as l'impression que personne ne se fait beaucoup d'argent parce que sur le fameux paquet de pâtes à 10 balles, chacun aura pris 40, même pas 20 centimes, 12 centimes, 6 centimes, parfois même 2 centimes. Donc on dit mais non, il prend pas très cher. Sauf qu'au final, à la fin, tu vois que là où le même type de structure aurait pris 1 euro sur la totalité du paquet de pâtes qui est à 10 euros, d'accord ? Et ben en fait, eux, ils se retrouvent à en prendre 3. Voilà, c'est ça la réalité. Et conclusion, d'ailleurs, on le rappelle, puisqu'il faut le redire, Bruno Le Maire avait dit que dans les cadres des négociations, il allait demander aux grandes entreprises de la distribution de faire un effort. Bon, il n'y a pas ni pièce effort. Ok ? Donc le ruissellement, encore une fois, le ruissellement, ça ne marche pas. Et ça va d'ailleurs alimenter notre sujet peut-être sur les agriculteurs. Mais je veux rajouter, pour ce qui me concerne, que c'est l'État qui ne fait pas d'effort du tout pour faire diminuer. Surtout parce que les collectivités font un effort pour diminuer, par l'octroi de mer, pour diminuer tant soit peu, effectivement, les prix. Les capitaines du commerce le font aussi d'une manière ou d'une autre, parce que n'oublions pas qu'il y a le bouclier qualité-prix. Sur certains prix, oui. Je parle d'ici, bouclier qualité-prix. Mais la TVA, est-ce que l'État fait un effort sur la TVA ? Rien. Bon. Donc l'État est tout à fait coupable et condamnable pour ne pas vouloir faire d'efforts pour faire diminuer les prix sur la Martinique. Et puis je voudrais terminer quand même la conclusion. La conclusion, il ne faut pas l'éviter. Il appartient à l'État de contrôler les prix. Voilà. C'est ça le problème. Sur une population captive comme la nôtre, c'est évident. Je pense que les économistes, les juristes doivent défendre l'idée de la spécificité des économies insulaires. Par définition, compter sur la concurrence, que la régulation des prix puisse se faire simplement par la confrontation de la concurrence. Déjà, en France, la concurrence ne fonctionne pas suffisamment. Il y a des monopoles régionaux. Dans telle région, c'est Leclerc. Dans telle région, c'est U. Dans telle région, c'est Carrefour. Déjà. Mais en Martinique, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'oligopole. Oui. C'est-à-dire que, ou bien tu as des monopoles, ou bien, par exemple, le transport maritime,
Ou bien tu as des phénomènes d'oligopole. Et quand il y a de petits nombres d'entreprises, elles finissent par s'entendre sur le marché. Autour du punch. Tu avais parlé de ça un jour. Il y a une image, c'est pour ça qu'on prend rendez-vous à l'impératrice. Pas grand jour comme ça, pas grand jour comme ça. Il y a cassé, dit à bon, mais ceci dit, il y a des ententes tacites. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se rencontrer pour dire tu vas mettre le prix de l'huile de colza à 2,50 €. Bon. Parce que moi, je vais mettre celui de tournesol à temps, et puis on s'échange, on se fait... Même pas besoin de faire ça. Mais... Tacitement, Ouais. on décide qu'on ne descend pas au-dessous de 2,50 €. Alors qu'on pourrait descendre à 2 €. Très bien, très bien. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on a fait le tour des prix, et un autre sujet très intéressant qui bombarde la Martinique, donc selon les Instituts nationaux de statistique et des études économiques, l'INSEE, publié donc mardi 16 janvier. J'ai pas regardé la date, mais je fais confiance à Manuela. La Martinique est le territoire français où la part de logements vacants est la plus élevée. Et donc, qui dit logement vacant, alors j'ai regardé un petit peu, il y a le souci de l'indivision, bon, la loi Letchimy essaie de le régler. Il y a un patrimoine à rénover parfois par des populations qui sont en retraite et qui n'ont pas les moyens de le faire. Il y a beaucoup de résidences secondaires, et des personnes qui passent quelques semaines et donc qui laissent leur logement fermé. Et puis il y a enfin une taxation des résidences louées, et ça décourage les investisseurs. Béatrice, je vais commencer par toi. Alors bon, j'ai regardé, je pense pas être exhaustif dans mon propos concernant cette explication des logements vacants. Et puis il y a bien évidemment plein de logements qui sont vétustes, insalubres. Ton analyse là-dessus, s'il te plaît. Alors, de ce que j'ai regardé, parce que j'ai cherché, j'avais pas d'éléments particuliers dessus, et j'avoue que je m'attendais pas d'ailleurs à cela, vraiment. On a toujours dit qu'il y a un manque de logements et qu'il fallait relancer l'investissement dans le parc et notamment dans le parc HLM. Ça veut dire qu'il y a des marges. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on peut faire pour loger les Martiniquaises et les Martiniquais, qui seraient d'ailleurs plus, entre guillemets, écolo. S'il y a des choses qui existent, ça voudrait dire qu'on n'aurait peut-être pas besoin de dépenser davantage de matière. Donc, en termes de politique publique, je pense que ça peut être intéressant. Après, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que il y a dans certains territoires, et singulièrement par exemple dans le Nord, une forte diminution de la population et une augmentation de ces fameux logements vacants. Bon, ce qui veut dire qu'il y a encore aussi à faire pour développer notamment les services publics et permettre que les personnes qui habitent le Nord n'aient pas la volonté obligatoirement d'arriver vers le centre ou d'aller vers le Sud. Et puis, en toute sincérité, je pense quand même que sur les logements de bonne qualité ou les maisons d'une certaine qualité, il y a définitivement un problème d'indivision. J'ai suivi une conférence qui a eu un franc succès parce que on en souffre quand même. Alors même s'il y a eu une petite avancée grâce à la loi Letchimy sur la question de l'indivision, il y a quand même encore beaucoup de difficultés. J'ai pas l'impression qu'il y en a malgré tout presque encore plus, quoique c'est peut-être une génération qui s'en va et qui laisse encore plus de difficultés. Mais tout ça pour dire, que je pense qu'il y a matière à faire des politiques publiques et éventuellement avec ces logements vacants, à les réhabiliter, peut-être à les mettre à la disposition, comme ça peut se faire ailleurs, du parc public, finançable. Les communes et les moyens. Oui, mais ça peut être... Il faut aller sur des opérations de cette nature-là. Et je crois que là, on est en pleine construction d'ailleurs des stratégies européennes et de la construction de la stratégie multifonds. Peut-être qu'il faut réellement arriver dans ces cas-là à orienter une partie des fonds européens, puisqu'on a dit que... Michel a introduit sur ça. Hein, on a des difficultés aujourd'hui à investir. Les collectivités vont avoir des difficultés à investir eu égard à leur épargne négative. Donc ça veut dire que peut-être en allant chercher des
des fonds ailleurs et des fonds européens singulièrement, on va peut-être pouvoir mettre en place ces politiques publiques. Et deux, il va falloir faire encore une politique de aller vers. Quand je dis aller vers, il faut aller au contact de la population pour parler de la question de la préparation des décès, des familles, et la préparation de cette division du patrimoine. Parce que c'est une vraie difficulté, lorsque les personnes meurent, c'est une vraie difficulté de savoir ce que l'on va faire en effet avec le patrimoine. Et puis une autre chose, c'est que les personnes qui doivent habiter les logements, elles s'en vont. On a une population vieillissante, donc on a une population qui a moins besoin de se loger. Et on a une population qui diminue, mais en plus une population qui est vieillissante. A priori, l'essentiel des personnes âgées ont un logement. C'est pas les plus demandeurs en matière de logement. Donc c'est aussi la diminution de la population qui emmène à une vacance, d'après moi, la décohabitation. Oui, alors Bertrand et puis ensuite Michel. Bertrand, ton sentiment. Alors quand Béatrice parle de financement européen, il faut peut-être avancer les fonds avant pour obtenir le remboursement. Oui, c'est le principe de l'additionnalité, c'est le principe structurant, donc régit le financement des collectivités, enfin des pouvoirs publics de manière générale, qui conditionne plutôt l'aide financière de l'Union européenne. C'est le principe de l'additionnalité. Alors, moi, cette question... Alors, déjà, c'est quand même assez paradoxal, hein. Tu l'as déjà plus ou moins subodoré. On dit qu'il y a un manque de logement, et en face, on nous parle de logements vacants. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal. 15 et 16 %. Voilà. Alors, moi, ça m'amène, et c'est une réflexion que je partage avec des gens dans mon entourage, moi, ça me permet de soulever la question de l'acte de construire. L'acte de construire aujourd'hui en Martinique. Si on met ceci en perspective avec la question environnementale qui est devenue une question essentielle, fondamentale aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer à construire comme ce fut le cas jadis sur un territoire de 1080 km². Donc ça veut dire que l'acte de construction ne passe plus effectivement par cette voie, puisque vieil adage, quand le bâtiment va, tout va. On voit bien qu'il y a un lobby du secteur du BTP en Martinique. Donc il ne s'agira pas de construire, mais peut-être qu'il faut qu'on réoriente la politique donc, de logement, de construction, et par ailleurs la politique du BTP, vers la rénovation donc, de ces logements, et qu'il y ait un acte politique fort pour aider les gens à pouvoir effectivement procéder à la rénovation de ces logements, parce que s'ils sont vacants, c'est certainement dû au fait qu'on a donc des maisons qui sont abandonnées. Alors, procédure d'abandon manifeste, les dispositifs existent, mais en tout cas, ça se témoigne bien donc de la nécessité aujourd'hui de réfléchir autour de l'acte de construire. Très bien. Raphaël, je me tourne vers toi. Ah bon, d'accord. Le nombre de dents creuses à Fort-de-France. Je vais te donner des informations, peut-être pas sur Fort-de-France, mais tout au moins sur le quartier dont je suis chargé, les Terres Saint-Ville. Nous avons recensé 2000 logements sur les Terres Saint-Ville, dont 500 sont vacants, vétustes. Ça veut dire qu'un quart du parc... Répète, s'il te plaît. Ouais. 500 vacants, vétustes sur 2000 logements recensés. Ça fait un quart du parc. Un quart du parc immobilier. À Terre Saint-Ville, ouais. Qui est vacant, vétuste. Ça signifie que c'est autant de possibilités de squat. Hein? Mais nous souffrons de ce quartier. Vous savez, je suis natif de ce quartier, mes parents habitent là. J'ai vécu jusqu'à 18 ans dans ce quartier et après je suis parti. Mais c'est mon quartier. 2000 logements, 500 vacants, vétustes. Énorme. Ouais. Énorme, c'est énorme. Bien entendu, vous imaginez, et je n'ai même pas parlé des dents creuses, c'est-à-dire des délaissés urbains, qui sont de l'ordre de cinquantaine. On a travaillé là-dessus, etc., en essayant de monter donc des projets. 10% quand même. Hein. Voilà. Donc, il y a autant de squats, puisque 500 logements sont vacants, vétustes. Mais j'ai regardé le rapport de l'INSEE qui dit ces logements vacants dont nous sommes des champions, parce que la Martinique a 16% de son parc immobilier qui est vacant. Qui sont vacants, 16%, ça fait beaucoup. Ensuite, il y a la Creuse et ensuite la Guadeloupe, pour 15% pour chacun de ces départements. Et les explications qui sont données par l'INSEE, c'est d'abord des prises démographiques, mais vous en avez parlé là tout à l'heure, puisqu'évidemment, à partir du moment où on perd 4500
habitants par an dans ce pays, forcément, il y a des logements qui seront vacants. Je ne vais pas parler de vétustes, mais tout au moins vacants. Déprise démographique. Ensuite, localisation géographique défavorable. Ensuite, nous avons également l'inconfort et la vétusté de ces logements. Et pour terminer, les problèmes de succession. Alors, je vous informe, chers amis, que nous avons les 4 critères que nous regroupons dans ce département, dans ce pays de la Martinique. Déprise démographique, on en a parlé, parce que les gens partent. Problème de localisation défavorable. Je vous annonce que 50% du parc immobilier de Macouba sont vacants, peut-être pas vétus, mais vacants, et puis avec des problèmes de succession. Bon, donc, alors, inconfort, je vous ai donné l'exemple que je connais bien, c'est les terres Saint-Ville, donc vacants vétustes, et puis des problèmes de succession. Alors, je reviens sur ce problème de succession. Nous avons la loi Letchimy. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Letchimy est incomplète. Et vous connaissez cette propension des Français à protéger le droit de propriété. Oui. On ne lâche pas ce droit de propriété comme ça. Justement, c'est pour ça. Mais oui, justement. Alors, ça veut dire qu'on a permis à Letchimy de régler un problème de succession de manière incomplète, en permettant qu'on puisse aliéner, même pas aliéner, qu'on puisse entretenir, etc., à la majorité des co-indivisaires ou des co-héritiers. Et non plus l'unanimité. Cependant, pour régler la succession, il faut toujours l'unanimité. C'est pour ça que la CTM a mis en place un GIP titrement, pour aller à la recherche des co-héritiers ou des co-indivisaires, et pour aller également à la recherche des titres, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas en titre. Mais là, on a en Indonésie. Et voilà quelle est la nature du problème. J'ai discuté avec un béquet, il y a déjà quelques années, qui me disait, nous sommes 150 co-héritiers. À chercher moun là en Australie, Donc il aurait fallu que nous puissions faire un pas du point de vue législatif pour que les successions soient réglées à la majorité et non plus à l'unanimité. Au bout de certain temps. Oui. C'est ce qui reste à faire. Au bout de certain temps. Il faut donc compléter cette loi pour permettre que le règlement de succession se fasse à la majorité et non plus à l'unanimité. Et là, nous allons régler pas mal de problèmes de succession. Très bien. Michel, ton sentiment là-dessus? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Ce qui m'a frappé dans le rapport de l'INSEE, c'est l'histoire de la déprise démographique. Bon. Autrement dit, nous sommes en train de constater que, là encore, que c'est la Martinique qui a la situation la plus catastrophique. Bon, ouais. Voici le schéma que publie l'INSEE. Alors, en rouge foncé, c'est les régions où il y a le taux de vacants le plus élevé. Et en noir, vous avez la Martinique. La Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Ouais. Qui sont deux territoires qui sont à terme seront les plus vieux. Voilà. Déjà. Donc c'est ça. C'est ce qui m'a frappé le plus. Alors bien sûr, les autres éléments qui ont été apportés par Raphaël Séminaud sont extrêmement intéressants parce que ceux qui l'observent, notamment sur Fort-de-France, sur Macouba, sur les exemples qu'il a pris, sont des exemples, et les 4 critères qu'il a rappelés. Bon, en particulier le problème des vêtements, des logements trop grands pour les personnes âgées qu'il faut aménager, notamment parce que il y a des escaliers, la personne risque de se casser le fémur, et il faut faire des travaux. Coccyx. Mais ce sont des choses simples comme ça, pour lesquelles il faut apporter de l'aide. Ouais. Bon, et je crois que... Donc une volonté politique. Il faut une volonté politique. Il y a matière à faire des politiques publiques. Tout à fait. Et qui prennent en compte une réalité. Je reprends ton schéma. Ce n'est pas la réalité hexagonale. Ouais. C'est ça. C'est ça qui justifie d'avoir un pouvoir normatif local. Très bien. Juste une chose par rapport à Raphaël. Parmi les éléments explicatifs donc de notre situation, tu as parlé des titres de propriété. Oui. Oui. Enfin, c'est juste pour vous faire, pour faire rire. Juridiquement, c'est un problème
éminemment difficile d'apporter la preuve qu'on est propriétaire. Et du reste, il y a une expression juridique qu'on utilise, on dit la probatia diabolica. Pardon? La probatia diabolica. Traduis, s'il te plaît. Autrement dit, Signifier, donc, effectivement, apporter la preuve qu'on est propriétaire, c'est une question qui relève, effectivement, Du diable. c'est une gageure. D'accord? C'est compliqué. Diabolique. Ben là, chaud, ben là, chaud. et je rajouterais que désormais, les notaires refusent de pratiquer la prescription acquisitive. Ah ben, aujourd'hui, ça a vu des scandales. Il y a toujours des recours. J'ai vu 2, 3 dans le code. Attendez, pas tout ça à la fois. Béatrice, juste ta réflexion et puis on passe à l'autre Ils le thème. font encore, ils font encore des prescriptions acquisitives et regarde le journal officiel. D'ailleurs, ça se trouve dans dans Justice, tu vas en avoir parce que il y a une obligation d'annonce légale et tu verras qu'il y en a encore pas mal et qu'il n'y a pas mêlé et puis personne. Alors, un mot. Juste un mot pour dire, j'entends souvent moi et j'ai entendu Michel en parler et ça m'intéresse, mais j'entends souvent oui l'APA, le maintien à domicile et tout ça. Je vous le dis tel que je le pense. Parce que j'ai des parents vieillissants, ils sont pas encore, ils sont âgés, mais enfin ils sont vieillissants. Je considère que ils ont encore un peu d'autonomie et tout ça, donc c'est pas mal. Pour autant. Entretenir une maison, comme le disait Michel, c'est de plus en plus compliqué. Oui, vraiment. Et moi, quand on me parle aujourd'hui de maintien à domicile, de personnes, de veuves, de machins, qui ont 250 mètres carrés et qu'on leur donne de l'APA pour ça, en fait, je pense qu'il faut des politiques publiques rénovées. Je pense que peut-être, en effet, qu'il faut aller vers les centres-bourgs où les gens, à pied, auront accès et peut-être trouver l'équilibre, une fois encore. Ça sera peut-être grâce à et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à expliquer à nos compatriotes. Pourquoi on voudrait éventuellement un changement et une autonomie suffisante? Ça serait peut-être pour créer ce type de réglementation qui nous permette de dealer avec une famille, de négocier avec une famille et de lui dire, écoutez, nous, on va récupérer ce logement de 300 mètres carrés, moyennant finance. On va en revanche construire des logements particuliers accessibles pour les personnes âgées dans les centres-villes et dans les centres-bourgs. Vous allez avoir un petit pécule, la personne va être mieux logée, elle va être à côté du médecin, de la pharmacie, du marché, de ceci, de cela. Elle aura peut-être une vie plus sociale qui lui permettra de bien vieillir, parce que je peux vous assurer que lorsque l'on n'a pas d'autonomie, moi je le dis souvent sur ce plateau, la Martinique peut être très hostile à l'endroit des personnes âgées, comme elle peut être très hostile à l'endroit des jeunes. Quand vous manquez d'autonomie, qu'elle soit financière ou qu'elle soit physique, ça devient super compliqué de bien grandir ou de bien vieillir. Voilà. Donc, politique publique peut-être à revoir, une façon des deux âges, une façon d'envisager en tout cas le vieillissement, la fameuse, comment on dit, la silver economy. On a peut-être des pistes au regard de tous ces constats. On a peut-être des pistes à rénover. Bien, mais écoutez, pas en fait. Alors, nouveau thème, colère et mobilisation des agriculteurs. Et moi, je souhaiterais rebondir sur notre situation à nous. On a beaucoup de paysans, enfin j'aime bien le terme de paysan, puisque l'agriculteur est censé avoir une mécanisation et puis d'autres moyens techniques et une superficie un petit peu plus grande. Et comme par hasard, je viens de recevoir un communiqué de presse que je viens de vous envoyer, puisque je l'ai reçu à l'instant. L'état d'urgence agricole, CRGC interpelle le Premier ministre pour la mise en place d'un plan de soutien d'urgence à l'agriculture. Je ne vais pas le lire, mais vous aurez le temps de regarder. Il fait des propositions. Le découplage dans le cadre d'un contrat territorial de transition et d'engagement agroécologique, qui permet un découplage des aides, la réforme POSEI, la SAFER, enfin je vais vous laisser lire. Je voulais donc introduire mon propos en disant que, notamment pour nos pays, les recettes baissent parce que les supermarchés paient moins. Alors mon voisin qui est un producteur de melons, eh bien, il m'a raconté ça une fois, je le vois très peu parce qu'il travaille beaucoup et il part très tôt le matin. Et il m'a raconté un jour qu'il avait une belle récolte de melons, il est allé voir un supermarché, il a proposé ses melons à je ne sais pas à combien, je dis une bêtise, peut-être 1,70 € le kilo. Et puis le chef, le responsable du supermarché lui a dit, ça tombe mal, j'ai un conteneur de melons qui arrive à 1,20 €, donc je te propose ta production pour 1,30 € et sois-en satisfait. Autrement dit, c'est le couteau sous la gorge. Et lui, pour ne pas perdre sa production, il est obligé de l'écouler ainsi. Et je veux aussi ajouter que
l'interdiction des herbicides, notamment dans la canne, renchérissent le prix de la production. Le marché local ne va peut-être pas être saturé, mais les paysans sont très nombreux, les parcelles sont très petites. Donc tout ça, c'est un mix qui est compliqué. Et je regardais Michel qui me semble acquiescer. Oui. Bon, alors, moi, je suis effectivement content qu'enfin, on a parlé bien sûr des problèmes de l'agriculture française. Bon. Et la diversité des problèmes, hein, l'élevage, les grandes productions, céréales, etc., etc., et, montrant que les situations sont très diverses. Bon. Et puis, il se trouve que, malheureusement, c'est Vanamort qui a lancé un appel pour qu'on pose le problème de l'agriculture martiniquaise. Et les problèmes que tu évoques là, nous avons un problème d'autonomie alimentaire qu'il faut poser. Et alors, d'une manière générale, l'agriculture est aidée par des politiques européennes. En France, c'est la PAC, ce qu'on appelle la Politique agricole commune, depuis l'époque de De Gaulle, qui a été imposée à l'Europe, et qui a sorti un petit peu l'agriculture du système marchand dont on parlait tout à l'heure et du libre-échangisme. Bon. Mais, je parle de la France rapidement, mais le phénomène s'est produit suivant, c'est que, d'une part, on a introduit progressivement le libre-échangisme, c'est-à-dire que l'Europe a passé des accords avec des pays extérieurs, notamment en Amérique latine, Mercosur, hein, qui concurrencent durement la production européenne de manière générale, pas seulement la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et puis surtout, l'élargissement de l'Europe aux pays ex-communistes pays de l'Est. Et puis dernièrement, le problème de l'Ukraine, dont on ne veut pas parler, mais c'est ça. L'agriculture européenne est concurrencée en ce qui concerne les céréales, le colza et toute une série d'autres productions par le fait que pour aider l'Ukraine, on a, avant même que l'Ukraine soit adhérente à l'Union européenne, on a supprimé les droits de douane, on a ouvert le marché, au point d'ailleurs qu'il y a eu des heurts entre la Pologne, entre les paysans polonais et d'autres paysans, hein, de la Hongrie, etc. etc. Bon. Qui attaquaient les camions en provenance d'Ukraine, effectivement. Exactement. Oui. Bon. L'agriculture française est aussi concernée par ça. Et l'agriculture martiniquaise. Les intrants de l'agriculture martiniquaise, les engrais, etc., ont augmenté. Donc les coûts de production, donc d'un côté, en gros, la crise actuelle, c'est le phénomène de ciseaux. D'un côté, tu as une baisse de pouvoir d'achat, une mévente, et de l'autre côté, une augmentation des coûts de production. Voilà. Voilà la situation dans laquelle on se trouve, et pour laquelle il faut des décisions. Et puis, alors, sans compter l'augmentation, bien sûr, ce qu'on appelle le GN, le gazoil routier, okay, c'est-à-dire qui est utilisé, c'est une taxe qui frappe le gazoil utilisé par les agriculteurs, dont on a augmenté très fortement la taxe. Voilà, exactement. Voilà. Raphaël, l'Europe n'est pas étrangère à ça? Ah non, mais tout à fait. Non, mais je parle d'abord de la France. La colère des agriculteurs est liée en particulier à la hausse des taxes sur l'énergie. Et pas seulement. Les agriculteurs se sentent abandonnés. Ils sont victimes de la dérégulation du marché. Mais bon, tu as évoqué ça, Michel. La dérégulation du marché, puisque l'ouverture sur le Mercosur, sur les pays de l'Est, etc., a fragilisé
aura fragilisé effectivement l'agriculture française. Il ne faut pas oublier qu'il y a un agriculteur qui se suicide par jour. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ouais. Bon. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, à cela s'ajoute le problème de renouvellement. Ils ne savent pas, quand ils vont quitter effectivement leur exploitation, qui va reprendre l'exploitation. Parce qu'on sait très bien que les jeunes ne veulent plus. Même s'il y a des démarches qui sont faites de manière continue pour intéresser les jeunes à ce secteur de l'agriculture, mais il n'empêche qu'il y a une désertion de la profession. Alors, ça, c'est pour la France. Mais venons à la Martinique. Le problème est différent. Tu as parlé de la PAC pour les agriculteurs français. Pour nous, ici, c'est le POSEI. Le POSEI, c'est les fonds européens, mais qui finance 80% du POSEI qui finance effectivement la banane et la canne. Absolument. Nous qui parlons de diversification agricole, nous sommes devant une forte difficulté pour pouvoir permettre de nourrir la population martiniquaise. J'ai répété ça à longueur de temps. C'est pas possible que nous consommions des oranges qui viennent de Colombie. Oui, on a les petites clémentines qui viennent d'Espagne. Et les avocats qui viennent d'Israël. Enfin, Colombie, ça a Peut-être plus de sens. Oui, mais il n'empêche que nous aurions pu produire. Nous aurions pu produire ça ici, à condition, évidemment, que nous en soyons... que les conditions soient réunies. Et les conditions, c'est quoi? Il faut que nous puissions installer nos jeunes agriculteurs. La CTM répète à longueur de temps, puisqu'il y a un projet qui est fait. Je vous l'envoie. Oui, il y a un projet qui est fait. 1000 hectares, il faut 1000 hectares de bonne terre. De bonne terre pour pouvoir installer nos jeunes agriculteurs martiniquais. Et puis, il faut une territorialisation du POSEI, c'est-à-dire permettre de ventiler un peu mieux, de manière un peu plus équitable, pour permettre la diversification. Parce que c'est ça le problème. Parce que nous allons installer des jeunes agriculteurs, mais si on ne leur donne pas les moyens de vivre, je parle de survie aujourd'hui, mais de vivre, comment allons-nous faire pour intéresser ces jeunes agriculteurs à cette profession-là? Ce n'est pas possible. Donc la territorialisation du POSEI me semble intéressante. Alors, je parle souvent du SIOM. Le SIOM qui s'est réuni, le Comité interministériel des Outre-mer, qui s'est réuni en juillet dernier, qui propose de rajouter 15 millions d'euros sur le POSEI. 15 millions d'euros. 10 millions pour la diversification agricole et 5 millions pour la banane et la canne. Il n'empêche que ça reste insuffisant. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement une action forte, venant d'une volonté politique forte, et pas seulement parce qu'il faut compter sur les partenaires, les propriétaires terriens, les propriétaires de ces terres qui sont nécessaires. Qui sont en jachère. Qui sont en jachère ou en friche. Il faut absolument qu'on arrive à les convaincre de la nécessité d'être attentif, en tout cas d'être perméable à l'idée de lâcher du lait. Exactement, de lâcher ces terres-là pour les jeunes agriculteurs, pour qu'enfin on puisse arriver à cette diversification agricole qui est absolument nécessaire pour notre pays. Bertrand, ta réflexion là-dessus? Oui, enfin, cette colère, certes, on va dire qu'elle est conjoncturelle, donc en ce moment, mais c'est quelque chose, donc là encore, on revient à quelque chose, on a l'impression que c'est sans fin, que c'est à échéance régulière que, effectivement, les agriculteurs sont amenés, effectivement, à manifester, à se faire entendre. Parce que tu as dit à un moment donné, voilà, des gens qui ont une fonction fondamentale, fonction nourricière. D'accord ? Une fonction nourricière, mais qui sont déconsidérés. Et puis, quelque part, je note que... Alors, si je suis les réflexions de la philosophe qu'on appelle Hannah Arendt, qui a beaucoup travaillé sur les questions donc, du travail, il y a des métiers qu'on appelle les métiers d'œuvre. Et je note que, en ce moment, il y a 3 types de métiers qui font partie de ce qu'on appelle les métiers d'œuvre, qui sont complètement déconsidérés. Les agriculteurs, les médecins et les enseignants. Donc vous comprendrez bien que quelque part, ma solidarité donc à l'endroit de cette manifestation, parce que ce sont des professions déconsidérées et qui ont pour objet fondamental d'aider les autres à forger leur avenir. Le rôle d'un professeur d'école, par exemple, qui a affaire à un enfant qui est à l'état brut,
et qui va contribuer à en faire un adulte de demain, un citoyen. Donc, et ce sont trois... Je n'en parle même pas de la situation des médecins aujourd'hui. Donc, mais parce que, s'agissant singulièrement des agriculteurs, je pense que quand on met les choses en perspective, il faudra bien qu'on règle un problème de fond. Parce que derrière tout cela, il y a un problème de fond. Au-delà donc, de tout ce que vous avez pu dire, hein, nous sommes d'accord, il y a un problème de fond. Quand est-ce qu'on va se pencher sur la conciliation entre le monde agricole et puis la question écologique? Parce qu'au cœur donc, de tout cela, il y a le devenir de cette profession est problématique au regard des enjeux écologiques d'aujourd'hui. Donc ça aussi, ce sont des questions politiques. Il va falloir que nous nous approprions effectivement ce genre de questions. Sinon, on aura toujours droit à la colère régulière des agriculteurs, des médecins, des enseignants. Béatrice, j'ai lu qu'il y avait 14 normes pour tailler des haies. Les haies limitrophes des parcelles, aujourd'hui en France, il y avait 14 normes, parfois contradictoires. Est-ce que ce n'est pas aussi... Oui, alors ça, la colère, elle n'est pas... elle est générale et globale, oui. La vieille colère est la plus ancrée, la plus légitime, je dirais presque d'ailleurs, c'est celle du revenu. Quand vous faites 80 heures par semaine et que vous avez à peine de quoi vous rémunérer un SMIC, c'est normal d'être un peu énervé. Pourquoi en plus ça arrive de façon cyclique? Parce qu'on a affaire à des paysans, des agriculteurs qui aiment tellement ce qu'ils font qu'ils ne quittent pas leurs exploitations. D'accord? Donc, ce qui veut dire que là, par exemple, certains qui sont mobilisés en France hexagonale savent très bien que leurs exploitations vont être en difficulté. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les remplacer, parce que si vous ne trouvez pas quelqu'un pour aller tailler, pour aller récolter, pour aller semer, quand vous faites une semaine de vacances, votre exploitation, elle meurt. Hein. Si vous avez personne pour aller nourrir vos bœufs, vos moutons, vos cabris, vos ceci, vos brebis, vos cela, ou pour tirer le lait, il n'y a pas de fromage. Le médecin aussi. D'accord? Bon, donc le médecin, donc tout ça génère une colère qui, à mon sens, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis le paradoxe, c'est pour ça que je dis encore aux gens, réfléchissez bien. Moi, je ne suis pas en jalousie de l'entreprise, au contraire, je trouve ça très noble. Et on a affaire d'ailleurs à des entrepreneurs particuliers avec les agriculteurs. C'est ceux de notre alimentation, donc de la vie. Rien n'est plus fondamental que ce que l'on met dans notre bouche. Et donc on a des revenus de la grande distribution qui augmentent de façon exponentielle, que personne ne veut taxer lorsque l'on parle de super profit, et puis on a des revenus agricoles qui font que de baisser. Tout à l'heure, tu parlais, on a parlé, c'était un de nos thèmes, de la question de l'immigration. Pourquoi on doit être intéressé et pourquoi on doit aussi réfléchir? Vous savez que sur les exploitations agricoles françaises, mais je vais parler des martiniquaises, parce que c'est plus intéressant. Il n'y a pas une exploitation agricole martiniquaise qui n'ait pas sur une exploitation qui n'ait pas des personnels étrangers et notamment haïtiens. D'accord? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Notamment sur l'agriculture dite vivrière et donc maraîchère. Il n'y en a pas, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Aller récolter des melons ou des concombres ou de la tomate, je peux vous dire que... Voilà. Alors, ce n'est pas un agriculteur qui n'arrive pas à se payer 1500 €, donc le SMIC, qui va pouvoir aller payer des collaborateurs à ce prix-là. Donc oui, malheureusement... Aujourd'hui, on a une profession qui a le droit de hurler, parce que c'est aussi une profession qui, à la retraite, on parlait tout à l'heure de céder son exploitation, se retrouve tellement endettée, d'ailleurs, qu'elles sont incapables de céder leurs exploitations à leurs enfants. Pire, certains disent, je ne conseille pas à mes enfants, même si ça fait 3-4 générations que la propriété est là, je ne conseille plus à mes enfants de faire ce métier-là. Parce qu'on n'y gagne pas sa vie correctement et on se tue à la tâche. Outre les suicides, donc la profession où l'on trouve le plus de suicides, ce sont les agriculteurs. Outre les suicides, il y a aussi la retraite en bonne santé. C'est dans la profession des agriculteurs que l'on trouve les personnes qui, au moment de la retraite, sont les plus abîmées, souffrant de cancer, parce que
On les force un peu à dire là, par exemple, que leur problème, ce sont les normes, et notamment les normes environnementales. Mais en fait, la réalité, c'est que s'ils étaient bien payés, s'ils étaient payés au juste prix, de ce que ça vaut réellement, et pas comme le monsieur de l'histoire du melon que tu racontes, bon, eh ben, ça ne les dérangerait pas de devoir mettre un peu plus de main-d'œuvre pour produire propre. D'accord ? Mais quand vous avez en effet un champ et que vous êtes que 2, et que vous avez 1 hectare de culture quelconque, et que le seul moyen pour vous de permettre la pousse normale, c'est de balancer du glyphosate, en veux-tu, en voilà, sur l'exploitation, je peux vous dire que le gars, il y réfléchit pas à 10 fois. Voilà. Et donc, aujourd'hui, forcer les agriculteurs, finalement, à défendre une agriculture qui ne serait pas propre, qui ne serait pas respectueuse de leur propre santé, c'est montrer à quel point ils sont dans la détresse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vous dit « Mais oui, mais je peux utiliser un peu de poison, même sur moi, parce que le premier à se retrouver dans le poison, c'est lui. Je peux utiliser un peu de poison parce que j'ai besoin de bouffer. » Il est désespéré. D'accord ? Eh bien, c'est le désespoir. Ouais. Et cette organisation aujourd'hui économique qui force les gens à être désespérés au point d'être capables de se dire « Je peux m'empoisonner pour pouvoir avoir les sous, pour pouvoir me nourrir », ben c'est dramatique. Mais encore une fois, ça résulte aussi des systèmes politiques que l'on met en place, des choix que l'on fait. Et encore une fois, sur ce plateau, je redis à quel point aux Martiniquais et aux Martiniquaises, il sera important de voter aux prochaines élections européennes afin de participer à faire une contrebalance et à faire en sorte que les lois ultralibérales qui sont votées à ce niveau-là puissent trouver en face d'elles des personnes qui pensent autrement cette société, qui pensent autrement ce monde et qui pensent qu'on ne doit pas mettre les gens en désespoir au point de s'entretuer, notamment par l'alimentation. Raphaël, non, juste un mot pour vous dire que justement c'est l'élément déclencheur. C'est ce fameux Green Deal dont on a parlé, c'est-à-dire le pacte vert, un projet législatif européen qui impose des normes, qui devrait imposer, parce que c'est pas encore fait, mais qui devrait imposer de nouvelles normes écologiques, c'est-à-dire l'agroécologie, qui a été difficilement acceptée par les agriculteurs français. Un petit mot. Juste un petit mot pour alimenter donc ce que vient de dire Béatrice sur cette incitation des Martiniquais à aller voter, parce que c'est une élection confinée, les élections européennes chez nous, parce qu'il faut qu'on mesure à quel point où les règles en matière agricole viennent de Bruxelles et qu'il y a un principe fondamental régissant les relations entre le droit national, le droit français et le droit européen, c'est que le droit européen prime sur le droit français. Il est plus haut. D'accord ? Dans la hiérarchie des normes, il y a une hiérarchie des normes, et au-dessus de la loi française, il y a le droit de l'Union européenne. Bon. Est-ce qu'on peut juste faire tomber d'ailleurs une certitude? Non, l'élection européenne en France n'est pas celle qui mobilise le moins. Elle mobilise à plus de 50%, ce qui veut dire qu'elle est juste derrière les élections présidentielles en matière en France, d'accord? Donc quand les gens pensent qu'il n'y a pas de mobilisation en France, bah s'il y en a, c'est chez nous qu'il y a 10-15%, mais là-bas, les gens votent et malheureusement, ils votent beaucoup à l'extrême droite. Il faut le dire, il faut dire ce que ces gens-là votent. Ces gens-là votent l'ouverture des marchés. Ces gens-là votent la baisse des contraintes en matière écologique. Ces gens-là s'abstiennent et ferment les yeux lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de la personne humaine et finalement les intérêts de nos agriculteurs et de nous-mêmes. Singulièrement de nous-mêmes, d'accord. Alors, nouveau thème, mais là je vais vous demander vraiment 1 minute par interlocuteur, par chroniqueur. Il s'agit donc de la crispation autour de la zone de mouillage organisée dans la rade de Saint-Pierre. En propos liminaire, je vais simplement dire que les agriculteurs se plaignent pour leur scène, leur casier, leur filet de langoustes. Les marins pêcheurs. Je dis quoi? Les agriculteurs. Oh là là, je suis resté sur le thème précédent. Les pêcheurs. Marins pêcheurs. Pardon, les pêcheurs. Et puis, bien sûr, avec la volonté de protéger les épaves qui sont issues de l'éruption de la montagne Pelée. Donc, il y a des intérêts un petit peu contradictoires. Je commence par toi, Bertrand. 1 minute. Oui, je vais pas, parce que ça traduit la complexité. Enfin, la situation à laquelle nous sommes confrontés dans plein de domaines en Martinique
c'est la complexité entre des choses qui apparaissent contradictoires. Parce qu'effectivement, ici, on a une activité qui relève de la tradition, d'accord ? D'autant que j'ai appris d'amis pierrotins qu'il n'y a pas tant de pêcheurs que cela à Saint-Pierre, d'accord ? Ah bon ? Oui, c'est ce qui m'a été dit par des pierrotins. Donc ça pose un problème, c'est une activité traditionnelle. Ouais. Et parallèlement, on a quelque chose donc, qui relève plutôt de l'activité touristique, mais qu'il convient de réguler, parce que moi qui suis d'origine Sainte-Anne, je suis triste de voir la baie de Sainte-Anne, qui va donc depuis la Pointe-Marin jusqu'à Carita, et peut-être même aux Salines, on aura droit à ce spectacle, mais plus ou moins... Et surtout ces jours-ci. Et surtout ces jours-ci, d'accord ? Donc, il faut trouver la bonne articulation entre... Et moi, je pense que en l'état actuel des choses, c'est faire preuve de raison que de s'asseoir, d'arrêter ce projet, de s'asseoir, de discuter et de trouver une solution. Béatrice. Je vous ai toujours dit ça, je le répète, je le dis, je le répète, la démocratie a un prix. Aller voir 3-4 personnes et puis se dire qu'on a concerté, et ben voilà le résultat. Quand on ne met pas en place des vraies concertations avec les populations, et quelles qu'elles soient, les populations et les professionnels, parce que les professionnels parlent, mais enfin moi j'ai aussi des pierrotins parmi mes amis qui me disent, bon, nous on n'a pas obligatoirement envie que notre baie ressemble à la baie du Marin ou de Sainte-Anne, très clairement. Pas plus que d'ailleurs à la baie, au front de mer des Anses d'Arlet. Pour autant, il faut arriver à expliquer que pour éviter le mouillage sauvage, il faut un mouillage réglementé. Mais je pense que ça fait partie d'ailleurs finalement de l'attractivité aussi touristique que ce qui relève de la Seine. Et je pense aussi qu'il faut apprendre à être super transparent sur les projets. C'est-à-dire ménager la chèvre et le chou et dire certaines choses et pas en dire d'autres et dire qu'on va en mettre 20 là et puis que finalement on en met 50 là et puis qu'on envoie les gens à l'autre bout de la plage pour qu'ils puissent avoir leurs activités, c'est pas obligatoirement très sain et ça amène au mécontentement que l'on peut voir. Mais je répète, la démocratie, ça coûte cher, ça a un coût et il faut la faire pour de vrai. Raphaël, peut-être pas de conflit d'usage à Fort-de-France concernant la possibilité d'installer une marina et puis la plage de la Française, parce qu'il y a parfois le conflit d'usage aussi. Non, mais nous avons notre marina, elle est à l'étang-Sabricourt. Mais on a de plus en plus de bateaux quand même. Oui, mais en plus on doit rajouter des anneaux. Donc, à l'étang-Sabricourt pour éviter justement ce mouillage sauvage. Alors, mais il y en a quand même, il y en a à Fort-de-France. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que sur la plage... comment ça s'appelle la savane. Oui, c'est ça. On voit sur la baie. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite dissension entre le député du Nord et le président de Cap-Nord. Oui. On le perçoit. Non. Quittez Raphaël, développez. Vas-y. Alors, explicite ça. Ce que je veux dire, c'est que les deux ont raison. Les deux ont raison. Je ne suis pas au courant. Oui, les deux ont raison. Tu es normand. Tu peux expliquer ? Je suis normand, oui, en l'occurrence. J'ai regardé, analysé la situation. Je me dis, ce mouillage, pour éviter qu'il soit sauvage, il est nécessaire de l'organiser. Oui. ZMO, zone de mouillage organisée. Je pense que personne ne peut être contre ça. Personne ne peut être contre ça, nous sommes bien d'accord. Sauf que, effectivement, il y a eu un manque de concertation. Et lorsque Marcelin Nadeau dit, suspendons ce projet pour revenir à la concertation, il a raison. Sauf que le projet est nécessaire parce que, on voit, le marin, c'est un peu catastrophique. C'est horrible. Catastrophique. Je nage entre Lance-Madame et le Lido. Enfin, ou Lance-Cola, si vous préférez. Je vois de plus en plus de bateaux s'installer dans cette zone-là. Oui. Sans aucun... Mais surtout avec les nuisances. Sans aucun. Mais je veux parler de ça. Un jour, tu vas avoir un truc dans la bouche. Faut pas oublier que ces bateaux s'installent là sans contrôle. Oui, tout à fait. Il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de dégradation des fonds marins par les ancres. Et si on ne régule pas ça, évidemment, ça va devenir des zones de non-droit pratiquement, sans compter les déchets. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces bateaux-là, pas les contrôles. En plus, il n'y a pas de redevance payée. Oui. Nous sommes bien d'accord. Ce sont les contribuables qui paient. Bon, exactement, il n'y a pas de redevance. Donc, il est absolument nécessaire de réguler cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'Apno a raison.
Mais Cap Nord a raison, mais le député du Nord a raison également, parce que s'il y a une contestation aujourd'hui, parce que c'est une confrontation entre l'activité touristique et l'activité de pêche côtière. Hein? Il y a donc une opposition entre ces deux-là. Il faut rapprocher les positions, se concerter pour pouvoir justement régler le problème. Très bien. C'est pour ça que je dis que les deux ont raison. Michel. Non, mais, je me rallie à ce qui a été dit. Il faut une concertation. Donc, on ne peut pas refuser une certaine modernisation des activités. Oui. En même temps, il ne faut pas éliminer les activités traditionnelles, comme tu l'as dit. Donc, et ce qui a manqué peut-être, c'est au préalable, comme l'a dit Nadeau, c'est une concertation avec les professionnels du secteur. D'accord, très bien. Je voulais juste ajouter une petite chose. Un petit mot parce que... Oui, parce que c'est une DSP, il me semble. Hein. Nous sommes dans le cadre d'une DSP, d'accord. Ça pose aussi le problème de ce processus qui a cours depuis le début de la décentralisation, de l'externalisation de la gestion de certaines activités publiques. Parce que, si vous observez bien, dans le cadre de ce conflit, il y a une tendance, puisque la gestion est externalisée, à ce que ce soit, finalement, ça aboutit à une dépolitisation de la question. Parce que si vous regardez bien, qui est au premier plan quand il y a des réunions? J'attire votre attention sur ça. Le cabinet? Non. Le préfet. Le délégataire. Voilà. Bien. Donc on dépolitise la question. Voilà. Donc, écoutez, je vous annonce la fin de l'émission. Grégory a déjà allumé la lumière depuis un petit moment. Le temps file, donc voilà, nous sommes arrivés. Même si nous n'avons pas abordé tous les autres thèmes, je vais demander à Manuela de les réinscrire, notamment la question du sexisme, parce que c'est vraiment très intéressant. Le réarmement démographique. Et puis le réarmement démographique de Macron. Et puis la petite question, c'est la dernière aussi. Oui, mais c'était... Tout ça. non, mais c'est vrai. Et en plus, la dernière, c'était de moi. Oui, c'était de moi, donc... Il faut remettre cette question. Oui, on va la remettre. Comment expliquer la diversité des situations institutionnelles de chaque homme? C'est fondamental. Donc, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée et un bon week-end, puisque l'émission est diffusée demain, vendredi, sur vos télévisions. Et donc, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain sur Zouk Télévision, dans votre émission favorite, Le Kiosque. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.